Bonsoir. À quoi ressemblera demain la grande distribution? Hypermarché, commerce en ligne, livraison express, drive-in. Sur quel terrain va se livrer la guerre des prix et notamment en faisant quelles victimes? Hyper, la guerre, à quel prix? C'est donc le thème de ce 232e numéro de complément d'enquête. Regardez tout de suite cette image, elle est surprenante et je vous explique dans un instant à quoi elle correspond. Main droite, en bas. Main gauche, en bas. Nous voulons que les chaussures que nous fabriquons ici en Éthiopie soient d'aussi bonne qualité que celles que nous produisions en Chine. Voilà, ce que vous venez de voir, c'est donc l'installation en Éthiopie d'une usine chinoise pour produire toujours moins cher. C'est la conséquence de la guerre des prix. Hier, c'était la Chine, le Bangladesh, le Vietnam. Aujourd'hui, c'est donc l'Éthiopie qui a la cote. C'est une des conséquences de cette guerre des prix. Mais vous allez voir aussi comment fonctionne en France les drive-in, le commerce en ligne avec Amazon. Et vous verrez que là aussi, la guerre fait rage. On recevra d'ailleurs le patron de Price Minister, Pierre Kosciusko-Morizet. Et puis, on va vous entraîner dans les coulisses de Leclerc avec une de ses fondatrice, si je puis dire, des magasins Leclerc. C'est Annie Courtade, 74 ans, 40 ans de Leclerc. La guerre de prix, c'est son affaire. Alors pour parler de tout cela, eh bien, on s'installera notamment ici un instant dans cette enseigne qui ne fait pas du prix sa bataille. Elle, c'est la qualité du produit qui compte. Est-ce que c'est ça l'avenir? Eh bien, c'est la question qu'on se posera. Mais on commence par le drive, les commerces en ligne. Quand vous passez commande tranquillement devant votre ordinateur avec un petit clic, eh bien, on va vous montrer ce qui se passe. Derrière, c'est l'envers de l'écran et parfois l'enfer pour les salariés. C'est une enquête de Romain Verlet, de Chloé Cormery-Laville et de Michael Bozzo. Et pour tweeter, n'oubliez pas, le mot-clé, c'est d'enquête. Ah, la corvée des courses. 1h30 en moyenne pour remplir son chariot. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, Erwan s'occupe de tout. C'est lui qui remplit le frigo à votre place. Du comté, une pizza surgelée. Vous avez combien de produits à faire là? J'ai 31 articles. Vous avez combien de temps pour le faire? Le plus rapidement possible. Et en moyenne, vous faites combien d'articles? En moyenne, 2 ou voire 3 articles à la minute. Pour relever ce défi, Erwan a une machine des temps modernes. Toute la commande faite par le client sur Internet arrive sur son petit écran portatif. Vous faites combien de commandes par jour? En moyenne, c'est 10-12 par personne. Préparateur de commandes, c'est le nouveau métier à la mode dans les rayons. Une vraie révolution dans la grande distribution. Pour garder les clients, il faut être aux petits soins. Jusqu'à choisir pour eux les fruits et légumes. Un à un. Il y a un an, Vanessa s'est vue confier la responsabilité de cette nouvelle activité. C'est l'heure du bilan. Et on va faire le point sur l'activité du drive. Par rapport à mon objectif des 5% du chiffre d'affaires, est-ce que je l'ai fait? On est dedans. Aujourd'hui, on est dedans. On est pile poil dedans. Hein, au bout d'un an d'activité, là, vous faites à peu près 150 000 € de moyenne par mois. Demain, il y a combien de préparateurs? J'en ai 5 le matin. Grâce au drive, ce supermarché a gagné 3000 nouveaux clients. Et Laurent Gobin, le patron, a créé 6 emplois. Tous au SMIC, mais c'est comme cela qu'il arrive à l'équilibre. Il faut avoir les bons préparateurs. Voilà, il faut pas qu'ils perdent de temps parce que sinon, si on prépare pas vite, on est obligé de grossir le nombre de préparateurs. Et puis après, voilà, ça coûte. Donc forcément, ça devient plus rentable. L'enseigne a mis de l'argent sur la table. 400 000 € pour cette aire de livraison. Mais pour le client, le service est gratuit. On commande sur Internet, on n'a pas besoin de se déplacer. Et puis on arrive, tout est là, c'est nickel. C'est le même prix qu'en magasin? Exactement la même chose. Très bonne journée. Merci beaucoup, à vous aussi. Le drive, le nouveau service indispensable dans les hypermarchés depuis l'arrivée des géants du net. En France, 5 nouveaux drives ouvrent chaque jour. Ça marche bien, hein? Ça explose. On en dénombre 2500. Faire ses courses sans quitter sa voiture, c'est le nouveau phénomène. À grand renfort de publicité, les grands de la distribution s'affrontent par écran interposé. Aujourd'hui, on prétend tous être les moins chers. Surtout moi. Pareil. Moi également, oui. Toujours moins cher, toujours plus de choix.
Et surtout toujours plus vite, c'est la règle d'or. Car les hyper doivent faire face au modèle imposé par Amazon, le géant des géants. L'entreprise américaine de vente en ligne a débarqué sur le marché avec un système on ne peut plus performant. Mais quel est le prix de cette nouvelle guerre? Coût social, humain? De plus en plus de salariés tirent la sonnette d'alarme sur leur cadence infernale. Les courses sur Internet ou le retour du travail à la chaîne. Je vous remercie. Nous sommes à Compiègne, dans un drive pas tout à fait comme les autres. C'est l'heure de pointe. Les clients viennent chercher leurs courses commandées sur le net quelques heures auparavant. Comment tu l'as passé? Pas de règlement, tout s'est fait sur Internet et en 2 minutes, le coffre est plein. Nous sommes chez les inventeurs du drive en France. La recette créée il y a 10 ans par cette filiale d'Auchan, la voici. Ici, pas de clients comme dans les allées d'un supermarché ordinaire, mais uniquement un entrepôt. Des préparateurs munis d'une scanette greffée sur le bras. Attention, ça va vite. Aurélien va faire vos courses en 10 minutes chrono. Aurélien, vous faites combien de produits à l'heure? 350 à 400 à peu près. On fait à peu près 700 à 800 prélèvements chacun. C'est quoi un prélèvement? C'est un produit en fait. D'accord. Un produit, c'est un prélèvement. Vous marchez combien de kilomètres par jour? Ah, ça, je peux pas vous dire. Ah bon? J'ai pas de compteur. Pas encore. Et là, vous enchaînez sur une autre déjà? Exactement. Et toujours le même circuit millimétré, avec le même tempo. Aurélien parcourt plus de 10 km par jour. Pour s'y retrouver dans ce dédale, les 7000 produits sont repérables grâce au code barre. Dessus, pas de prix, mais des coordonnées géographiques, avec indiqué l'allée, l'étagère et l'emplacement du produit. Là-dessus, j'ai l'adresse. Hop, regardez, venez juste ici. J'ai l'adresse, par exemple, s'il me dit 5, 10, 4, 5, je vais prendre ce produit. Et tant que je n'aurais pas scanné ce produit, mais je ne pourrais pas passer au suivant. À 23 ans, Aurélien se donne à fond. Il court aussi après une promotion. Il espère être chef de secteur dans 1 an. Ici, la performance est particulièrement encouragée. Et Aurélien excelle en la matière. Parfois un peu trop. Et là, j'ai été trop vite pour mon TP. C'est-à-dire? Ah, Vous allez plus vite que la machine? Ah ouais, là, il a bugué. Ça va, c'est pas trop fatigant? Au début, un petit peu, mais on s'y habitue. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'au début, c'est physique, surtout quand on veut atteindre un peu des records. Et avant, vous faisiez quoi? Moi, personnellement, mais j'étais à l'école, en fait. Ah, d'accord. C'est mon premier vrai boulot. Et je savais pas trop où était ma voie, et du coup, je me suis lancé dans le chrono drive. Avec beaucoup de perspectives d'évolution. Et on est reparti. Le drive est le secteur de la grande distribution qui embauche le plus. Cette année, l'entreprise a ouvert 25 entrepôts, avec 1000 emplois à la clé. Souvent des étudiants, en temps complet ou en temps partiel, comme Aurélie. Elle travaille au rayon frais, il fait 4 degrés. Elle non plus n'a pas le temps de chômer. La productivité est inscrite sur un tableau juste derrière pour savoir qui va le plus vite ou pas. Ah, vous pouvez nous montrer, c'est où? Oui, juste derrière. Ouais. Attendez. Donc en fait, on a le nom des personnes qui travaillent, le nombre de mouvements qu'ils ont fait pendant leurs heures travaillées. Quand je suis venue lundi, j'ai fait 569 mouvements. J'ai travaillé de 6h30 à presque 10h. Et donc sur une durée de 107 minutes, j'ai eu une productivité de 319. Ce qui est pas donc mal. Par rapport à la meilleure, c'était 80, donc ça va, c'est pas trop mal. Mais on demande à ce que ce soit 350. La pression du chiffre, ne pas descendre en dessous de 350 articles collectés par heure. Optimiser, rationaliser pour offrir de plus en plus de références aux clients, comme dans un vrai supermarché. C'est le défi de ces drives en entrepôt, comparé aux drives en supermarché. Olivier Dauvert est journaliste. Il est spécialisé dans la grande distribution. Il a comparé les 2 modèles économiques des drives. Première solution, vous faites la préparation de la commande en magasin. Deuxième solution, vous la faites dans un entrepôt, fermé aux clients. Ici, vous allez, en moyenne, préparer entre 60 et 100 articles par heure. Je prends cet exemple-là, je le multiplie par le prix moyen d'un article qui, dans la grande distribution, dans l'alimentaire, est à 2,20 €. J'arrive donc à un chiffre d'affaires par heure travaillée
de 130 €. Je le rapporte au coût d'une heure de personnel dans la distribution, qui est à peu près, pour faire simple, de 20 €, toutes charges comprises, et j'arrive donc à des frais de personnel de 15%. A l'inverse, si je suis dans le schéma de l'entrepôt, je vais plutôt être à 200 articles à l'heure en termes de vitesse de préparation, parce que tout est organisé pour la productivité. Je le rapporte encore une fois à mon prix moyen de l'article de 2,20 €. J'arrive à un chiffre d'affaires à l'heure de 440 €. Je le rapporte encore une fois à mon coût horaire du personnel dans la distribution et j'arrive plutôt à un niveau de frais de personnel de 5%. 5% quand je suis dans un entrepôt pour la préparation de la commande, 15% quand je suis dans un magasin. Il n'y a évidemment pas photo entre les deux modèles. On va beaucoup plus vite. Dans un drive, en entrepôt, les salariés coûtent donc 3 fois moins cher que dans un magasin. Mais ils doivent surtout courir beaucoup plus vite. Les conditions de travail dans les drives entrepôts sont objectivement éprouvantes. Un préparateur, ça fait au moins 10 km par jour. S'il travaille 5 jours par semaine, il fera 50 km par semaine, plus d'un marathon. On me raconte très fréquemment le nombre de kilos qu'on a perdu dans le premier mois de travail ou les 2 premiers mois de travail. C'est pas 500 grammes, c'est plutôt 7 ou 8 kilos. Alors il y en a certains qui le vivent très bien, mais imaginez ça sur le long terme, c'est un travail tellement physiquement éprouvant qu'il ne faut pas imaginer qu'un préparateur de drive puisse faire toute sa carrière dans ce travail-là. Et pourtant, les préparateurs de drive ne sont pas prêts de se reposer. Car aujourd'hui, dans le monde des magasins en ligne, il y a un colosse qui commence à inquiéter la grande distribution, c'est Amazon. La plus grande plateforme de e-commerce au monde, avec ses millions de références et bientôt ses produits frais. Pour pouvoir proposer les prix les plus bas et la livraison gratuite, Amazon a poussé très loin la logique d'optimisation. Ici, tout est calculé au plus juste, exécuté en silence par des salariés payés au minimum et à qui on demande le maximum. C'est l'envers du décor. Amazon, l'entreprise cool et sympa où il fait si bon acheter, voit son image se lézarder. Les conditions de travail sont montrées du doigt. La presse dénonce un univers opaque façon Orwell, un système qu'Amazon n'aime pas trop dévoiler. J'ai enfin eu une réponse par rapport à votre demande et malheureusement vos demandes de tournage et d'interview ne pourront pas aboutir. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois, voilà, je suis désolée. Silence de la direction, silence aussi en juin dernier, quand pour la première fois, une poignée de salariés d'Amazon débraye toute une journée. C'était devant l'entrepôt d'Orléans. Nous sommes retournés voir ses employés. Parmi eux, Gérald et Clément, manutentionnaires en CDI depuis 4 ans. Ils sont syndiqués, c'est pour cela qu'ils acceptent de nous parler de l'ambiance qui règne à l'intérieur. Bonjour. Bonjour Gérald. Vous prenez un risque à sortir de chez Amazon pour parler? Oui, tout à fait. Ouais. Les conditions sont tellement difficiles. Une sorte d'oppression, de délation, productivité, une pression continue. Pas le droit de parler. Gérald, 37 ans, père d'un enfant et toujours au SMIC. Dans le jargon amazonien, il est comme chaque salarié un associé. Mais ici, les associates ne sont pas toujours très solidaires. Il y a des associates qui, justement, vont dénoncer leurs copains qui parlent trop, qui prennent trop de temps pour aller aux toilettes, qui ne respectent pas le process. Ils espèrent peut-être de monter en échelon. C'est un des critères pour monter chez Amazon. Encouragement à la délation, flicage entre salariés et plus surprenant, les employés doivent signer des clauses de confidentialité dignes du ministère de la Défense. C'est totalement interdit de parler des activités Amazon au sein d'un entrepôt. Que ce soit aux proches, aux amis, aux frères, sœurs, à sa femme, même à ses propres enfants, c'est inscrit noir sur blanc sur le règlement intérieur, c'est strictement interdit. D'accord. Donc vous ne parlez jamais de votre travail chez vous? On peut le faire, mais c'est à nos risques et périls. Certains grognent, d'autres ont déjà craqué. Florian était un associate, lui aussi. Il a jeté l'éponge après 2 ans d'entrepôt, épuisé, dit-il, par la machine américaine. Voilà, à partir d'ici, on est à Amazon. L'usine de Montélimar. Il a été manutentionnaire sur ce site. Il travaillait de jour comme de nuit. C'est tous les salariés d'Amazon qui arrivent pour travailler, commencer leur journée sur l'équipe du matin. Ce matin, Florian ne pointera pas à 5h40 comme ses anciens collègues. Au début, il était très motivé. Il aimait bien son nouveau métier. Mais son aspect répétitif et multitâche
en a fait un cauchemar. Je pouvais très bien gérer les stocks, comme enregistrer les articles informatiquement, comme les ranger dans des casiers. En fonction du poste qu'on a affecté, on a un certain plafond à atteindre, donc ça peut être du 400 de l'heure, ça peut être du 500, 600. Vérifier si le produit n'est pas endommagé, si tout est bon, que le code barre passe bien. Et plus que le voisin, si le voisin est capable de faire autant, tu es capable aussi d'en faire autant. Si aujourd'hui tu as pu atteindre 400, pourquoi pas 450. Après, par contre, on n'a plus le droit de redescendre. On travaille en silence, on n'a pas le droit de parler entre collègues. Quand vous êtes sur les postes, vous pouvez avoir un collègue qui se situe à même pas 1 mètre, il est interdit de parler. Enfin, vous êtes des robots, quoi. Vous êtes là pour travailler, pour faire du chiffre, que vous allez bien, ça leur est complètement égal. Ils sont là pour faire du chiffre. Le plus dur au final, ce n'était pas tant le rythme de travail que la pression psychologique. Lorsqu'il décroche son CDI, il se voit déjà gravir tous les échelons au sein de la multinationale. Mais après 2 ans de sacrifice, c'est la grande désillusion. Il n'y a pas ce côté humain que j'attendais à Amazon quand on dit que c'est une famille. C'est une entreprise américaine où tout le monde est soudé, où tout le monde on peut communiquer, échanger et tout. Et au final, non, vous n'avez pas le droit de parler, vous êtes sur votre poste de travail, tu fais ce qu'on te dit, tu essayes d'atteindre ta prod et si tu peux faire plus, tant mieux pour eux, pas pour toi parce qu'au final ton salaire c'est le même. J'ai jamais été absent, j'ai fait les nuits, j'ai jamais été malade ou quoi que ce soit, j'ai fait des heures sup quand il fallait faire des heures sup. Et on te donne la prime de 150 € brut. Ouais, là j'étais dégoûté. 150 € bruts de prime annuelle. Finalement, Florian sera licencié. En attendant le résultat de sa plainte au prud'homme, il vient de publier son premier livre à compte d'auteur. Un conte pour enfants, déjà en vente sur Amazon. Et voilà pour cette enquête de Romain Verlet et de Chloé Cormery. Et on est ici avec vous, Pierre Kosciusko-Morizet, le frère de Nathalie. Vous êtes le PDG de Price Minister, l'endroit où on se trouve. Et vous êtes aussi le patron Europe de Rakuten qui a racheté Price Minister. Alors on est là dans un univers un peu zen. Autour de nous, il y a des gens qui sont sur des écrans. Tout le monde est jeune, tout le monde est beau. Tout le monde n'est pas sous pression ici, visiblement, par rapport à ce qu'on vient de voir dans le reportage à Amazon ou ailleurs. Alors, il y a une forte pression ici, mais c'est une pression de résultat, puisqu'on est dans un métier très matière grise, très forte valeur ajoutée. Et c'est vrai que ce qu'on vient de voir, c'est très manuel. Et donc, évidemment, la pression manuelle, elle se mesure avec des temps de réponse, etc. Nous, on est dans plutôt une pression de créativité, de création. Mais il y a une pression quand même. Hein. Mais votre modèle, est-ce que c'est le modèle ultime? C'est-à-dire qu'on a vu la grande distribution, on a vu les drives, on a vu Amazon. Est-ce qu'avec vous, Price Minister, on arrive à... Il n'y a plus d'usine, il n'y a plus d'entrepôt, il y a juste l'intermédiaire entre un client et un vendeur. Pour moi, Amazon, c'est le e-commerce classique, c'est la grande distribution sur Internet. C'est pas différent. La différence avec Price Minister Rakuten, c'est qu'on n'a pas d'entrepôt, on vend rien nous-mêmes, on a juste un peu de logistique pour aider nos marchands. Mais l'essentiel de notre métier, c'est de mettre en relation nos marchands avec les clients Internet, les membres de Price Minister qui viennent sur le site. Vous êtes une vitrine, vous? On est une vitrine. On est un petit peu comme une galerie marchande dans un centre commercial. Les e-commerçants traditionnels, c'est l'hyper au fond du centre commercial. Nous, on est la galerie marchande. Donc, on permet aux marchands de vendre leurs produits. Est-ce que ça veut dire que demain, il n'y aura plus d'hyper, il n'y aura plus d'entrepôts genre Amazon, on n'aura plus besoin de ça, il n'y aura plus que des sites Internet pour mettre en relation les vendeurs et les acheteurs? Alors, je pense qu'il y aura toujours des hyper, notamment parce que l'alimentaire sur Internet est encore petit. Chez Amazon, ça commence aux États-Unis. Ouais. Chez vous, Rakuten, qui vous a racheté, fait de l'alimentaire aussi au Japon. C'est énorme. C'est 17% de notre volume d'affaires qui fait 20 milliards. Donc c'est beaucoup. Et là, c'est là que vous faites peur aux hyper. Ça veut dire que vous allez arriver avec l'alimentaire. C'est clair, ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils font le drive aussi, c'est pour se préparer. Cela dit, aujourd'hui, les hyper... Qu'est-ce qui va mourir dans l'histoire? Est-ce qu'il y aura des morts? Et est-ce que la grande distrib, version hypermarché, va être tuée par vous? Disons, on cherche à tuer personne, mais disons que dans toute évolution économique, évidemment, si à un moment l'e-commerce fait 40% de la distribution, que les hyper perdent quelques dizaines de pourcents, il y aura moins d'hyper. Et vous pensez qu'on va aller de plus en plus vers ce mode de consommation-là, c'est-à-dire chez soi, avec son ordi, on fera toutes ces... c'est une évidence, il faut demander aux clients. Les gens adorent ce système de consommation parce qu'ils restent chez eux, c'est moins cher, ils ont plus de choix, ils sont livrés quand ils veulent. De plus en plus, ils sont livrés le lendemain, voire le jour même. C'est fabuleux, ça évite de prendre sa voiture et accessoirement de dépenser de l'essence pour aller sur un parking en banlieue. Donc, oui. Alors, vous dites le prix, c'est encore le critère, ça reste toujours le critère dans le commerce, c'est le prix bas. On va aller chez Leclerc tout à l'heure, c'est leur fonds de commerce si je puis dire. Vous êtes là-dessus aussi, vous êtes sur le prix. Pardon, juste, le commerce depuis toujours, c'est 3 choses, c'est prix, choix, service.
Avec Internet, ça n'a pas changé. Le prix, c'est le moteur le plus fort, c'est ce qui fait qu'on change ses habitudes de consommation. Donc on se met au e-commerce grâce au prix et on reste parce qu'il y a toujours le prix et le choix et le service. Donc on se bat là-dessus. C'est pour ça que les e-commerçants, dont nous, gagnons très peu d'argent parce qu'on est en concurrence frontale et donc on est obligé de s'aligner sur ces prix-là. C'est pour le bonheur, mais sur le volume, vous êtes censé vous y retrouver, j'imagine. À terme, mais c'est pour le bonheur. Aujourd'hui en France, quasiment pas d'e-commerçants gagnent de l'argent. C'est fabuleux pour le consommateur, il faut en profiter. Dans 10-20 ans, on espère qu'on commencera à gagner un peu d'argent quand il y aura moins de concurrence quand même. Mais le prix, il se fabrique comment? Est-ce que, comme on le voit dans le reportage, c'est au détriment, et on le verra tout à l'heure, du producteur à qui on presse sur la marge, et aussi du salarié à qui on presse sur les conditions de travail? Alors, ce qui est important, c'est de voir la structure de marge. Un hyper, ça prend 30 à 50% de marge brute. Toutes les études le disent, c'est admis. Marge brute, ça veut dire ce dont il a besoin pour fonctionner. En gros, pas sa marge il nette. achète un légume à 10 €, il le revend à 15 ou 20. Ok, disons 15. Nous, on prend 10%. Quand un acheteur achète chez nous un objet à 10 €, ça veut dire que le vendeur, lui, il le vend à 9 et nous on garde 1. Et la grande distrib qui met maintenant ses drive-in, qui rachète des sites de distribution en ligne, etc., elle y arrive trop tard? C'est trop tard pour elle ou elle va effectivement rattraper le temps perdu? Alors la grande distrib en France, ils étaient tellement concentrés sur leurs problèmes qu'ils ont loupé tout l'Internet. Tous. Il n'y a pas d'exception. La seule chose qu'ils ont faite, mais ils l'ont fait très bien, sont les drives. Et c'est quelque chose qui a été inventé, ou en tout cas qui s'est développé très fort en France. Et là, je suis très admiratif de ce qu'ils ont fait là-dessus. Et c'est un modèle qui est en train de se développer dans beaucoup d'autres pays du monde et qui est parti de la France. Et qui prend des parts de marché importantes, surtout à eux-mêmes, surtout en fait aux hyper. Mais évidemment, bon voilà, ça redistribue le marché de la distribution. Donc ils ne sont pas morts, même si, on le verra tout à l'heure, le chiffre d'affaires des hyper baisse depuis 4-5 ans en France régulièrement. Ah bah oui, notamment grâce ou à cause de vous. Vous leur prenez des parts de marché. Merci beaucoup Pierre Kosciusko-Morizet, merci beaucoup de nous avoir reçus chez Presse Ministère, dans cette ambiance un peu zen. Alors on va aller voir chez Leclerc justement comment ça se passe, vous le disiez, la grande distribution classique, c'est l'hypermarché, et dans ce chapitre-là, c'est Leclerc qui a tout inventé, si je puis dire, initié, en tout cas c'était il y a environ 60 ans. Et là, vous allez découvrir une femme assez forte. Elle a 74 ans, elle s'appelle Annie Courtade et ça fait 40 ans qu'elle est chez Leclerc. La guerre des prix, c'est son rayon, si je puis dire. Reportage d'Irène Bénéfice, de Mathieu Régnier et de Sophie Lafargue. À quelques encablures des yachts, juste au-dessus de la Croisette, à Cannes. Annie Courtade, 74 ans, attaque sa journée de travail après 1 heure de gym. Avec Colette, son assistante depuis 20 ans, elle passe en revue le planning de la semaine. Qui va me coller au basque du matin au soir. Je vois ça. C'est ce jour-là, Colette. Donc impossible. Après. Regardez-le. Bon ben moi j'ai vu les messages. Gloria, c'est fait. Jean-Denis, c'est quoi ça? Une trentaine de rendez-vous par semaine, des journées de 15 heures. La retraite, ce sera pour plus tard. Oh, c'est un gros mot, la retraite. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à la retraite? Franchement. Je joue pas au golf, je joue plus au tennis, j'ai plus le temps. On s'embêterait. Puis avec Colette, on forme un vieux couple. Qu'est-ce qu'on ferait l'une sans l'autre? Pas possible, ça. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. À Cannes, on la surnomme Madame 200 000 volts. Mère de famille, présidente d'un club de sport, ancienne prof de lettres, conseillère à la Banque de France, mais surtout directrice d'hypermarché. C'est là qu'elle a fait sa fortune. Un parcours qu'elle raconte volontiers à ses visiteurs et qui commence avec l'histoire de sa famille, les Fastelli, des immigrés italiens. On dirait du Zola. Hein. Ma grand-mère, ma mère, que j'ai jamais connue, parce que je vous dis, elle est morte à 20 ans, j'avais 2 ans. Mon grand-père, qui était à côté de Saint-Raphaël, dans la mine de Porphyre, et qui cassait les cailloux. Alors ça, c'était une partie de la colonie toscane, qui s'étaient réfugiés avec leurs outils pour casser les cailloux et pour fuir la misère et le fascisme en Italie. Donc c'est la photo qui, pour moi, est la plus précieuse. Mais l'autre famille dont elle parle volontiers, c'est la famille Leclerc, avec son patriarche, Édouard. Elle a commencé avec lui, l'ancien séminariste qui a tout créé à Landerneau, une grande épicerie et une philosophie, des prix les plus bas possibles. La rencontre capitale de ma vie, ça a été la rencontre d'Édouard Leclerc, qui était un humaniste, qui était vraiment un grand monsieur, vraiment, et qui avait... en fait, qui était un homme crédible, qui avait la foi en tout ce qu'il entreprenait, indépendamment de la foi tout court, et que, justement, on ne pouvait que suivre parce qu'il disait ce qu'il allait faire, mais surtout, il faisait ce qu'il avait dit. Après 40 ans dans les pas de son prophète,
la fille d'immigrés est aujourd'hui millionnaire. Elle possède un supermarché, une galerie commerciale et même un restaurant de plage, sans parler de son patrimoine immobilier. Au total, une fortune estimée par certains à 80 millions d'euros. Annie Courtade a gravi tous les échelons jusqu'à devenir une proche de Michel-Édouard Leclerc. Et quand on lui parle de l'argent qu'elle a gagné, elle fait face et elle assume. Ce n'est pas une maladie honteuse, hein, de toute façon. Je l'ai gagné à la force du poignet. Je travaille depuis l'âge de 17 ans, donc ce que j'ai, je l'ai mérité. Nous avons passé une semaine avec l'une des rares femmes de pouvoir de la grande distribution. Haute couture et pas pressée, Annie Courtade se rend chez elle, ou plutôt dans son magasin, comme tous les vendredis matins. Pas pour y faire ses courses, mais pour sa tournée d'inspection. Alors là, vous voyez, donc c'est le premier Leclerc que j'ai repris. C'est un magasin de centre-ville, typique des magasins des premières générations Leclerc. L'aventure a commencé le jour où une amie lui a proposé de reprendre cette épicerie déficitaire. Elle a accepté, et voilà 40 ans qu'elle fait tourner la boutique. Tony, voilà notre directeur. Et Tony, vous êtes avec moi depuis combien d'années? 1973. Voilà, avec qu'à voir, ça fait un bail, voilà. Et alors elle est comment la patronne? C'est une femme formidable, ça c'est plus que certain. Et ça m'étonnerait que vous trouviez quelqu'un qui vous dise le contraire. Tony, c'est partie du fan club. Fan et quelques. Je vous laisse. Oui, merci Tony. Bonne journée, messieurs. L'œil sur tout. Elle doit être en réserve. Un mot pour chacun. Absolument. La patronne connaît son monde. Aujourd'hui, Agnès, elle se fera pas engueuler parce qu'elle n'a pas de rupture. Non, j'ai pas de. Messieurs, bonjour. Dans notre groupe, il y a une règle, c'est de donner 25% de résultats avant impôt aux salariés au titre de la participation et de l'intéressement. Donc c'est aussi une notion de partage que nous avons et qui est une règle édictée par Édouard Leclerc. Dans la guerre des prix initiée par le fondateur, ciao, demain. Annie Courtade a quelques faits d'armes. À commencer par le chiffre d'affaires de ce supermarché, 20 millions d'euros par an, 10 fois plus qu'il y a 40 ans. Mais son coup de maître, sa fierté, c'est d'être la seule femme à avoir décroché la présidence de Lecasud, l'une des 16 centrales d'achat du groupe. C'est la clé de voûte du système Leclerc. D'immenses entrepôts où transitent les marchandises destinées aux 48 hyper de la région. Depuis 24 ans, Annie Courtade règne ici en maître. Salut, salut Philippe, salut les filles. Bonjour. Tous les jeudis. Bonjour. C'est le grand marathon du conseil d'administration. Bon, allez. We go. Une journée entière de réunions entre patrons de supermarchés. On parle des comptes, des fournisseurs. On parle aussi de la nouvelle barquette de carottes fraîchement râpées qui se vend mal. La vraie question aujourd'hui, c'est par rapport à ça, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on pousse? Oui, mais voilà, alors, c'est ça. Il faudrait peut-être essayer de continuer, mais avec une théâtralisation et une explication. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est devant le rayon, faire une affiche, qu'est-ce que la fraîche découpe? Expliquer. Peut-être même avec des photos, l'arrivée du fruit et du légume, la façon dont on le coupe, quand on le met en barquette, jusqu'à ce qu'il arrive en rayon, avec des images. 15 bonnes minutes à parler de carottes râpées. Ces commerçants traquent le moindre manque à gagner. Mais on sent par contre quand même dans vos discussions qu'un sou est un sou et qu'il faut faire logique. attention. Si on veut acheter moins cher pour vendre moins cher, on est bien obligé. C'est l'argent collectif dont on a la garde. Voilà, donc c'est logique. Moi, je suis beaucoup plus sensible aux deniers de la centrale qu'à mes propres deniers. Moi, mes propres deniers, je les ai gagnés, j'en fais ce que je veux quand même. Voilà. Mais ici, non. On doit des comptes à tout le monde. C'est logique. Et puis après, on doit des comptes aussi au niveau national. Rendre des comptes et ne pas trahir l'esprit des fondateurs. Car à la différence de Carrefour ou Auchan, Leclerc est une coopérative. Et le vocabulaire a son importance. Ici, pas de patron de supermarché, mais des adhérents. Pas de groupe, mais le mouvement. Quant aux fournisseurs, ils ne font pas partie de la famille. Dans la banlieue d'Aix-en-Provence, Maurice Farine fait partie de cela. Il a monté sa PME sur un produit bien local, le calisson. Bonjour, vous en êtes où? Depuis plus de 20 ans,
il vend la moitié de sa production à la grande distribution, dont Leclerc. Grâce à elle, il a multiplié son chiffre d'affaires par 10. Mais pour pouvoir baisser ses prix, il lui a fallu s'équiper avec ses machines. Il a dû aussi apprendre à négocier. Faire une négociation avec un grand distributeur, c'est une vraie bataille. Et la petite entreprise que je suis, je l'avoue très humblement, quand j'ai un rendez-vous avec un acheteur de la grande distribution, j'ai une boule et le soir, je ne dors pas très bien. Et les nuits de Maurice Farine vont bientôt raccourcir, car dans quelques semaines, la négociation annuelle va commencer pour ce chef d'entreprise. Tiens, vous voyez, on vient de recevoir les invitations pour les négociations de fin d'année. Et comme chaque année, il va devoir résister pour préserver la marge qu'il réalise sur ses calissons, déjà très faible. La marge de la grande distribution doit être entre 20 et 25%, alors que nous, c'est 2. Ça vous choque pas? Ça, il faut faire avec, c'est les règles du jeu. Donc, ce que je peux faire, c'est de dire, moi, c'est fini. Je ne travaille plus avec la grande distribution. C'est une réflexion que j'ai déjà eue dans ma carrière. Mais donc, ça, il faut choisir. Moi, j'ai choisi. Lui a choisi de rester. D'autres ont rendu leur tablier. C'est le cas de ce producteur de pêche, à quelques kilomètres de l'hypermarché d'Annie Courtade. Avant, Charles Orceau lui fournissait 30 à 40 plateaux pendant la saison d'été. Mais il y a 4 ans, il ne s'en sort plus financièrement et décide de quitter le circuit. Moi, de mémoire, mais j'ai une très bonne mémoire, il m'achetait à 1,04 € et il vendait entre 2,50 et 2,80 euros, hein, le kilo. En gros, à 1 €, on travaille avec une marge pratiquement nulle. Les pêches Orceau ont désormais pignon sur rue. Plus d'intermédiaires, le producteur vend directement au consommateur et fixe lui-même son prix. Plus de pression de la part des supermarchés. Moi, lorsque je téléphonais le soir à mes clients, je l'ai fait pendant des années, moi j'avais l'impression de téléphoner pour me dire est-ce que vous allez me faire le plaisir de me prendre quelques pêches au prix qui vous convient, qui me laissera rien, parce que si vous ne les prenez pas vous, je vais les jeter. Des petits producteurs locaux qui souffrent face au rouleau compresseur de la grande distribution. Du haut de son bureau sur la Croisette, ce discours de victime a le don d'agacer la patronne de supermarché. Quand ils viennent aussi pour nous présenter des hausses de tarifs de façon rédhibitoire, qui ne correspondent absolument à rien par rapport à la véritable hausse, c'est normal qu'on soit là pour défendre, nous, le pouvoir d'achat du consommateur. C'est normal. C'est une fonction logique, sociale, c'est logique. Mais si ça se fait dans le rapport de force, eh bien, écoutez, on l'assume, mais c'est le combat, il est légitime. La guerre des prix, façon Courtade. De temps en temps, sur la Croisette, le chef de guerre réunit ses lieutenants. Ça se passe bien sûr dans son restaurant, sur sa plage privée. Autour de la table, quelques-uns des filleuls qu'elle a parrainés pour entrer dans le mouvement. Car n'entre pas chez Leclerc qui veut. Il faut d'abord faire ses preuves, gravir les échelons et être jugé digne de rejoindre la confrérie. Même si vous avez des millions et des centaines de millions, vous ne pouvez pas acheter l'enseigne. Il faut avoir fait ses preuves au sein du groupe pour pouvoir être agréé comme postulant et ensuite avoir un magasin. Avoir un magasin, ça veut dire débourser 30 millions d'euros en moyenne. C'est là que le système produit tout son effet. Ce sont les parrains eux-mêmes qui se portent garant auprès des banques. L'acheteur ne met pas un centime sur la table. Pour pouvoir conserver l'esprit que nous avons de compagnonnage, d'équipe, d'engagement, il est normal que l'on promeuve des gens qui sortent, que l'on connaisse. Est-ce que vous iriez vous porter caution pour quelqu'un que vous ne connaissez pas pour 10, 20 ou 30 millions d'euros ou 40 millions d'euros? Il faudrait être inconscient. Seule contrepartie, à chaque décision importante concernant son magasin, le nouvel adhérent s'engage à consulter ses parrains. Au Canet, à 5 minutes de la Croisette, Annie Courtade a fini par nous recevoir chez elle, entre deux rendez-vous. Excusez-moi, c'est un peu la course, mais bon. Voilà, donc
C'est la maison que j'habite depuis 35 ans. Une jolie villa, avec piscine, mais rien de clinquant. À l'intérieur, derrière le salon coquet, la fierté de cette ancienne prof de lettres, sa bibliothèque. Ça vous rappelle votre première vie, les livres ? Tout à fait. Oui. Moi, je ne peux pas vivre sans livre. Je crois que je pourrais vivre sans rien, mais pas sans livre. Des livres, certes, mais aussi quelques signes intérieurs de richesse, des œuvres d'art, des photos de stars. Celle qui est aujourd'hui une femme du monde assume sa fortune et refuse le cliché du riche patron qui profiterait de ses clients à faible pouvoir d'achat. Plusieurs de mes directeurs gagnent très bien leur vie. En plus, ils ont des primes de bilan qui sont très confortables, très importantes. Ils peuvent tous s'acheter des maisons. Je pense qu'on n'a pas à rougir de ça. C'est très français, ça, de stigmatiser toujours et d'opposer la lutte des classes. Je travaille depuis l'âge de 17 ans, donc de toute façon, ce que j'ai, je l'ai acquis honnêtement et en plus en ayant une vie passionnante. À 74 ans, l'infatigable Annie Courtade a un nouveau projet, ouvrir un drive. À l'en croire, même s'il a déjà 60 ans, le modèle de la grande distribution est loin d'avoir dit son dernier mot. Voilà pour ce reportage d'Irène Bénéfice. Et on est ici avec vous, Philippe Moati. Vous êtes économiste, prof à Paris Diderot, et vous êtes cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Alors on va parler consommation, on va parler de ces modèles. On est dans un lieu un peu particulier. On est une enseigne qui s'appelle COS. Il y a charte d'engagement, il y a toute la priorité aux produits. On est dans un quartier bobo de Paris avec des prix qui ne sont pas tout à fait ceux de chez Leclerc, ici évidemment. Mais on se demandera si ce modèle est en train de s'étendre ou pas. Revenons d'abord sur Leclerc, sur ce modèle de consommation, sur cette guerre des prix. C'est vrai, cette guerre des prix? Ils font effectivement baisser les prix? Oui, ça peut paraître étonnant parce que c'est un secteur très concentré, il y a très peu d'acteurs dans la grande distribution alimentaire et pour autant ils se livrent à une véritable guerre des prix. Et c'est fondateur de la grande distribution, ce qui a permis à cette grande distribution de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, en partant de rien, on l'a vu dans le reportage, aujourd'hui ce sont des empires, c'est l'argument du prix bas. On entend le reportage des marges, on dit le type qui fait des calissons d'Aix, là c'est 20% pour Leclerc et c'est 2% pour lui, les pêches oui. On voit que c'est quasiment le double chez Leclerc. C'est pas toujours... Il faut relativiser un petit peu. Alors les marges sont très variables selon les produits. Les hypermarchés organisent une sorte de péréquation des marges. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui reste au final. Vous savez que sur un caddie de 100 €, une fois que le distributeur, que ce soit Leclerc ou un autre, a tout payé, ses fournisseurs, ses salariés, l'électricité, enfin toutes les charges, il lui reste 2,50 € sur 100 €, 2,50 € de bénéfices. Ça, c'est la marge net. Moyenne de la grande distribution en général. Ce modèle, il est en passe d'être vieillissant. C'est un modèle c'est comme les dinosaures, il va disparaître, il a vécu, il est maintenant menacé par d'autres comme Amazon, comme ce commerce en ligne, comme ces entreprises-là. La grande distribution, c'est une distribution de masse qui a été adaptée à une société de masse. Or, la société s'est démassifiée, on est de plus en plus différents les uns des autres, chacun a des goûts, des attentes qui sont spécifiques, et donc être traité de la même manière dans un grand magasin qui ne fait pas le détail, ça marche pas très bien. Vous voyez, ce magasin-là, il prend un parti pris très marqué. Il va pas plaire à tout le monde. Mais les gens qui vont être touchés par ça, finalement, n'iront plus dans une grande surface, parce que là, ils ont vraiment trouvé une réponse précise à leurs attentes. Est-ce que c'est prémonitoire d'un retour du commerce de quartier, de la proximité, de l'épicerie en bas de chez soi? C'est prémonitoire d'une fragmentation du commerce. Là, on avait des grands concepts comme l'hypermarché, le supermarché qui visaient tous les consommateurs. On voit se développer un tas de concepts qui visent des segments de clientèle de plus en plus étroits. Alors, c'est souvent des commerces plus petits, donc notamment c'est possible pour eux de revenir dans la ville, et ça c'est la grande nouveauté des 10 dernières années, ce commerce de centre-ville, un commerce de petite surface. Les grands aussi, les Carrefour Market, etc. C'est parce que les grands le font que c'est possible, parce qu'ils le font avec l'artillerie lourde qui est la leur, c'est-à-dire un back-office, des centrales d'achat, une gestion sur Internet, est-ce que la grande distribution peut encore y rivaliser devant Amazon ou des monstres comme cela, avec les drives qu'elle met en route, avec son commerce en ligne qu'elle met en route, elle aussi? Ou est-ce qu'elle a pris le virage trop tard? La grande distribution alimentaire a pris le virage un peu tard, elle n'y croyait pas en réalité. La grande distribution alimentaire a trouvé un peu la martingale avec le drive. C'est un succès phénoménal, c'est quelque chose d'un peu hybride, c'est un peu du e-commerce puisqu'on passe la commande en ligne, mais on va chercher les marchandises en magasin, et ça, c'est conforme à leur culture, et les consommateurs ont dit banco. Donc avec le drive, la grande distribution est en train de passer un peu au numérique, et c'est le grand chantier du moment pour tous les distributeurs dans l'alimentaire et le non alimentaire, c'est de trouver des liens entre ce qui se passe sur Internet, dans le numérique, et ce qui se passe dans le magasin.
et de faire en sorte que ces deux mondes se rejoignent. Voilà, ça serait une manière de faire évoluer le commerce en magasin. Bon, sur cette propension à aller produire toujours moins cher et donc quelquefois aller très très loin pour avoir une main-d'œuvre pas chère, c'est une tendance qui va continuer? Ou est-ce que le consommateur devient plus exigeant? Écoutez, dans nos enquêtes, nous on sent une petite évolution. Alors, une hirondelle ne fait pas le printemps, hein. On sent un attachement croissant à la qualité des produits. Et de l'éthique aussi? Oui, c'est ce qu'on dit dans le déclaratif, si vous voulez. Hein. Très nettement, on sent que les consommateurs veulent donner du sens à leur consommation. Les arbitrages, ça commence à pénétrer dans les esprits. On commence à soucier des conditions dans lesquelles un produit est fabriqué, l'impact environnemental, main-d'œuvre, enfin, etc. L'impact environnemental, l'impact social, l'impact sur un territoire, c'est des choses qui sont de plus en plus importantes. Par exemple, dans les enquêtes, au cours des 3 dernières années, on a vu monter très fortement le souci de l'origine géographique des produits. Et le fameux produire français. Local. Achetons français. Voilà, merci beaucoup Philippe Moati, merci pour cette description de ce monde qui bouge beaucoup, celui de la grande distribution et de la production générale, de la grande consommation. Alors justement, on parlait de mondialisation, on parlait de ces usines du monde en Chine, Vietnam, Bangladesh, je disais, où il y a eu un drame il n'y a pas si longtemps que ça, avec plus de 1000 morts dans un atelier qui s'est effondré. Eh bien, le dernier endroit où on produit aujourd'hui, c'est l'Éthiopie. L'Afrique devient à la mode, les grandes marques s'y précipitent. Enquête, vous allez voir, édifiante, presque sidérante dans ce pays d'Afrique, avec Tristan Walex, David Dameda et Anne Cohen. Des ouvriers au garde à vous et un patron chinois fier de se faire obéir. Tournez à gauche. Tête à droite. 3000 travailleurs éthiopiens à qui M. Zhang donne ses ordres en chinois. Main droite, en bas. Main gauche, en bas. Peu le savent, mais ces pionniers chinois du Made in Ethiopia produisent déjà les chaussures de nos plus grandes marques européennes. Nous voulons que les chaussures que nous fabriquons ici en Éthiopie soient d'aussi bonne qualité que celles que nous produisions en Chine. En fin de journée, l'hymne à la gloire de l'entreprise Hujian retentit, en chœur et toujours en chinois. Ancien militaire, M. Zhang a fait fortune en devenant sous-traitant pour des marques à la mode. Dans son usine en Chine, ce patron en avait ras-le-bol d'augmenter les salaires. Alors l'an passé, il a délocalisé en Afrique. C'est bien. Dans son nouvel atelier, 150 contremaîtres asiatiques surveillent des ouvriers éthiopiens débutants. Viens voir. Il faut qu'ils respectent nos standards internationaux. Mettre bien les chaussures comme ça, paire par paire. Monsieur Zhang ne parle pas un mot d'anglais, ni d'amharique, la langue locale. Tu comprends? Tu comprends? Ici, c'est avec les mains que les Chinois expliquent comment fabriquer de belles chaussures d'occidentaux à des Éthiopiens payés 23 € par mois. Car Hujian a des clients prestigieux comme Tommy Hilfiger. En Éthiopie, l'usine chinoise fabrique aussi cette sandale Guess pour 8 €. Une aubaine pour cette marque haut de gamme qui la vend 160 €, 20 fois plus cher dans nos rayons. Du luxe à la chinoise 100% éthiopien, comme cette botte à 200 $. Ça, c'est Mark Fisher, la marque américaine. Ce sont des bottes très appréciées. Et en ce moment, on en vend énormément. Nous sommes très heureux parce que vous savez, c'est une marque très réputée. Et c'est nous qui avons obtenu la commande. Il y a tellement de gens qui ne nous croient pas capables de fabriquer de grandes marques américaines. La preuve que si. L'Éthiopie, l'un des pays les plus démunis de la planète, en passe de devenir le nouvel Eldorado des manufacturiers. Ici, un ouvrier coûte 10 fois moins cher qu'un Chinois. Une mine d'or pour la grande distribution. Aldi, Carrefour, Ikea, H&M. De la main-d'œuvre low cost, il n'en fallait pas plus pour attirer les grandes marques. De pays pauvres en pays pauvres. Il y a 6 mois, le Bangladesh pleurait 1000 ouvriers du textile, morts dans l'effondrement de leur atelier. Quelles leçons ont-elles été tirées depuis? Enquête en Éthiopie, pays jusque-là bien plus célèbre pour sa misère et sa pauvreté que pour son savoir-faire dans le prêt-à-porter. Banlieue sud de la capitale, Addis Abeba. 8 h, c'est l'heure de l'embauche chez Aika, des Turcs sous-traitants dans le textile.
Comme chaque lundi, devant les grilles, une centaine d'Éthiopiens espèrent être repérés par Darial, le manager de 27 ans. Chef d'une usine de 7000 salariés, il vient faire son marché hebdomadaire sur le parking. Aujourd'hui, on cherche vers 500 personnes. 500 personnes? Oui, c'est ça. Là, tout le monde va être embauché, non? Oui, presque tout le monde. Et comment ça se passe? Ils ont une période Une période de 45 jours. On peut les essayer pour 45 jours. Donc, s'ils travaillent bien, ils vont être permanents. Mais s'ils ne travaillent pas bien, donc on va les envoyer. L'entreprise cible en priorité des jeunes femmes, qu'elle juge plus productives. Parmi les candidates, Leïla, une lycéenne qui cherche de quoi payer ses études. Carte d'identité. T'as quel âge? 20 ans. Tu peux travailler la nuit? Non, j'ai cours le soir. Ok. Bon bah c'est bon. Attends dehors. L'entretien dure à peine 2 minutes. 1 heure plus tard, Leïla est déjà à pied d'œuvre. Les nouvelles recrues sont séparées en 2 groupes. Il t'en faut encore combien là? Toi vas-y. Les plus grandes sont sélectionnées pour le repassage. Les petites, on va les utiliser aux autres départements. Peut-être pour plier les vêtements, les habits. Pour la petite Leïla, ce sera donc le pliage. Et il y a de quoi faire. Chaque jour, l'entreprise turque expédie 10 000 t-shirts éthiopiens en Europe pour remplir nos supermarchés. Ils m'ont dit de faire comme ça, de vérifier la taille, puis il faut mettre le t-shirt blanc sur le bleu. Et tu seras payé combien pour faire ça? Je ne sais pas, ils n'ont pas dit. Comme ses collègues, Leïla touchera en fait 50 centimes de l'heure, bien moins que ce que payait l'entreprise en Turquie avant sa délocalisation. Par rapport à la Turquie, dans ces dernières années, le salaire minimum a augmenté. C'est plus que 400 $ maintenant par mois. Et en Éthiopie, il n'y a pas de salaire minimum déjà. Mais Aïkadis paye presque 40 $ par mois. Et le sous-traitant a su profiter d'un autre joli cadeau de l'Éthiopie. Ici, les entreprises textiles ne payent aucun impôt, ni aucun droit de douane. Les Turcs ont donc pu ramener leur matériel à moindre frais. À part la main-d'œuvre, ils ont tout importé. Le coton, c'est de l'Inde, les machines sont suisses de l'Europe. Et comme vous voyez, les travailleurs, ce sont des Éthiopiens qui travaillent ici. Une optimisation des coûts qui séduit les acteurs de la grande distribution bien connus. Il y a plusieurs sociétés qui veulent travailler avec nous, comme Carrefour, Tesco et H&M. Ils veulent travailler avec nous. En Éthiopie? Oui, en Éthiopie. Un bon plan pour les marques. D'autant qu'au final, les consommateurs n'y voient que du feu. Emballage en allemand ou en français. Tout laisse penser que ces vêtements éthiopiens sont produits chez nous. Ça, c'est un t-shirt pour le supermarché Aldi dans toute l'Europe. Et comme vous voyez, tout est fait ici, dans notre usine. Du coup, il y a une étiquette Made in Ethiopia? Non. Non, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas d'étiquette? C'est le client qui demande. C'est eux qui décident. Ils ne préfèrent pas dire que c'est en Éthiopie? Tu ne vas pas faire ça, n'est-ce pas? Il ne faut pas que tu enregistres ça. L'Éthiopie, un lieu de production loin d'être assumé, dans lequel pourtant se précipitent les industriels. Dans la capitale, des chantiers un peu partout. Avec sa croissance de 10% par an, le pays déroule le tapis rouge aux firmes étrangères. Loyers modiques, électricité bradée, et la main-d'œuvre, jeune, abondante, fauchée et donc prête à tout pour travailler. Nous retrouvons Leïla, notre toute nouvelle embauchée, après sa première semaine de travail chez les Turcs, fournisseurs des supermarchés Aldi. Elle se dépêche de rentrer chez elle, grâce à l'un des 70 bus affrétés par l'entreprise. Je commence à l'usine à 8 h, puis je travaille jusqu'à 17 h, et ensuite il faut que j'aille au cours du soir pour étudier. Salam. Salam. Dans le quartier autour de l'usine turque, les loyers ont flambé. Grâce à son nouveau travail, Leïla a pu s'offrir un logement. Dans cette arrière-boutique, voilà, c'est ma maison. Une pièce minuscule, 2 mètres carrés à peine. C'est une chance d'avoir trouvé ce boulot. Je suis très optimiste pour mon futur.
Même si aujourd'hui je sais que c'est difficile parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, je pense que plus tard je vais m'en sortir. Pour sa chambre sans eau, sans électricité, Leïla dépense 20 € de loyer, la moitié de ce qu'elle gagne en un mois pour fabriquer nos t-shirts. Jusqu'où sont prêts à aller les industriels pour exploiter cette main-d'œuvre docile qui découvre le monde de l'entreprise? Nous retournons chez Hujian, les Chinois qui vendent du Made in Ethiopia pour Guess et Tommy Hilfiger. Au mégaphone cette fois, le chef du personnel, un Chinois, assure le cours de discipline. Ce responsable a fait ses petits calculs. Les Éthiopiens ne sont pas assez rentables. 10 fois moins chers, certes, mais 5 fois moins productifs que les travailleurs chinois. Il est où votre superviseur chinois? Les Éthiopiens n'ont jamais fabriqué de chaussures de leur vie. Donc au début, ils sont très lents. Ils font des chaussures hyper lentement. Mais dans 6 mois, 1 an, ils iront de plus en plus vite. Aussi vite que les Chinois? Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Et même encore plus vite que les Chinois. Pour pousser leurs travailleurs à se presser un peu, les Chinois ont installé de gigantesques panneaux, des appels à l'excellence et à la concentration absolue. Mais leur dernière astuce se trouve à quelques mètres des machines, des dortoirs, pour que l'usine puisse fonctionner 24 heures sur 24. Voici les logements de nos travailleurs éthiopiens. Ah, tiens, en voilà un. On construit des dortoirs pour tous nos ouvriers. Comme ça, dans 2 ou 3 ans, tous nos travailleurs éthiopiens pourront dormir sur place. Même les repas sont offerts par l'usine. Les journées à rallonge ne sont pas rares, mais les heures sup, pas toujours payées d'après les ouvriers. Ils nous assurent travailler 66 heures par semaine. C'est beaucoup, dans un pays où la durée légale est de 48 heures maximum. Moi, je dors ici, je travaille ici, et ma vie, c'est juste ça. Cette interview a lieu sous les yeux du superviseur chinois, qui les contrôle en permanence. Alors nos interlocuteurs nous donnent discrètement rendez-vous à l'extérieur pour nous raconter ce qui se passe vraiment en coulisses. Selon eux, les contremaîtres abusent de leur autorité. Le problème, par exemple, c'est quand tu vas aux toilettes, si tu es en retard de 3 minutes, ils te confisquent ta carte d'identité et ils te punissent sévèrement. Ça veut dire quoi, sévèrement? Ils te disent, vas-y, dégage, t'es viré. Et ils te versent pas ton salaire. Des brimades qui iraient parfois encore plus loin. Des fois, ils nous tapent. Comment ça, ils vous tapent? Comme ça, ils nous frappent. Mais pourquoi vous continuez à travailler pour eux s'ils vous frappent? On n'a pas le choix, vous savez. On n'a pas de travail. Alors, on est obligé d'accepter de bosser pour cette usine. En Éthiopie comme ailleurs, pourtant, les exportateurs sont censés respecter des normes internationales. Certains consultants, comme Teddy, sont là pour y veiller. Des marques le payent grassement, 3 000 $ par mois, pour vérifier que leurs fournisseurs sont bien dans la légalité. J'ai une production qui va démarrer pour un client américain. C'est une commande de chaussures. Donc je vais voir le producteur et vérifier que tout se déroule comme prévu. C'est une vérification surprise? Là non, ils savent que je viens, mais leur porte est toujours ouverte. Une inspection pas tout à fait surprise. Dans l'usine, à première vue, notre expert ne trouve rien à redire. Il faut dire que le contrôle ne paraît pas toujours très poussé. Tu as quel âge? 18 ans. Combien? 18. Là, je lui ai demandé quel âge elle avait, parce qu'elle me paraît très jeune. Et elle a 18 ans, donc c'est bon, pas de problème. Mais vous ne vérifiez pas sa carte d'identité quand même? En fait, elle me dit qu'elle n'a pas sa carte d'identité sur elle. Mais j'irai voir sur son contrat de travail avec son superviseur. J'irai vérifier. Et ces filles-là,
Elles n'ont pas besoin de protection, par exemple? Ça sent pas trop mauvais, la colle? La colle des chaussures? Si, ça sent mauvais. Bon, ça sent mauvais. Et alors, normalement, c'est interdit de travailler dans ces conditions ou pas? Ce produit-là n'est pas très toxique. Mais ces filles devraient porter un masque, c'est vrai. S'ils n'améliorent pas ça, je vais être obligé de faire un rapport à mon acheteur. S'ils veulent garder leur certification, il va falloir qu'ils règlent ça. Mais vous savez, quand il fait chaud, les ouvrières n'aiment pas porter ces masques. Des contrôles plutôt souples. Nous avons voulu savoir ce qu'en pensaient les donneurs d'ordre, les marques. Aucune n'a voulu nous répondre. Après l'effondrement meurtrier en avril d'un atelier au Bangladesh, la grande distribution avait pourtant pris des engagements. Promis, elle protégerait mieux ses salariés. Elle a même signé une charte en ce sens. Au téléphone, le responsable d'une grande marque, désormais présente en Éthiopie, nous explique quel crédit accorder à cette charte. Tout le monde se dédouane, c'est-à-dire que notre sous-traitant, nous, il va la signer. Maintenant, qui va aller contrôler qu'une partie de la production du sous-traitant, elle n'est pas faite ailleurs? Personne, c'est de la com. Ouais. Tant qu'on aura la grande distribution, tant qu'on aura toutes ces grandes marques, tous les gros distributeurs, si vous voulez, qui imposeront leurs lois sur des prix de marché, etc., on recherchera toujours les prix les plus bas. Aujourd'hui, c'est le Bangladesh. Demain, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un atelier de tout étage qui se casse la nénette à Addis Abeba. Le monde du business et le monde de l'économie a peu de mémoire, malheureusement. Peu de mémoire et peu d'éthique. Des investisseurs étrangers sans scrupules, qui à peine arrivés inquiètent déjà. Dan, un responsable associatif, nous amène au sud d'Addis Abeba, dans la vallée. Il veut nous montrer l'envers du décor de cette explosion de la manufacture à l'éthiopienne. Les exportateurs d'habits et de textiles ont engagé des investissements qui sont gigantesques. Mais ici, il y a beaucoup de plaintes à propos de la manière dont ils mènent leur business. Dan nous présente ceux qu'il appelle les sacrifiés du textile. Au-dessus du lac Koka sont apparus des entrepôts, des usines, des tanneries. L'eau, jadis limpide, est devenue boueuse. Et à certaines périodes de l'année, c'est bien pire encore. Les usines sont là-bas. Et la pollution, elle est visible surtout au mois de mars. En saison sèche, le lac devient tout vert. C'est comme une sorte d'algue. L'eau est sale, les gens tombent malades, et il y a même des animaux qui meurent à cause de cette contamination. Or, le lac Koka est l'unique point d'eau pour 20 000 habitants. Ici, il n'y a pas d'autre source à moins de 2 heures de piste. Vous buvez quand même l'eau du lac? Vous n'avez pas peur? Si, on a peur, mais on n'a pas le choix. On ne va pas se laisser mourir de soif. Le gouvernement éthiopien reconnaît la pollution, mais il assure que bientôt les usines devront retraiter leurs eaux usées. En attendant, il donne un simple conseil aux habitants. Évitez de boire l'eau du lac. Et voilà pour cette très belle enquête de Tristan Walex et de David Dameda. Enquête surprenante en Éthiopie. On est là avec vous à Nord-Linger dans un lieu qui lui aussi est étonnant. On est à Beaugrenelle. Alors pour les Parisiens, ils savent où c'est Beaugrenelle. On est en bordure de Seine. Ce sont des immeubles des années 70, grosso modo, qui étaient un petit peu morts et qui sont tout réhabilités en ce moment. Et il y a notamment ce centre commercial qui va ouvrir le 23 octobre et qui est intéressant parce que ce sont toutes vos marques qui vont venir là. Exactement. Il y a les H&M, les Zara, il y a même des marques également prestigieuses. Alors vous, je vous présente pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes responsable international de la fédération de la lingerie. De la maille et de la lingerie. Vous vous occupez de sourcing. Exactement. Vous êtes une sorte d'agent de la mondialisation. C'est vous qui aidez à la délocalisation, à la production dans ces paradis de main-d'œuvre pas chère. Alors, je dirais presque qu'on aide à la relocalisation. Aujourd'hui, le sourcing textile était très implanté en Chine, 40% des importations européennes, c'est énorme. Et aujourd'hui, nous, on les aide à relocaliser leur sourcing en Europe de l'Est, en Turquie,
aussi en Afrique. Ce serait le mouvement du moment. On en parlera, mais revenons déjà sur ce qui se passe. On a vu l'Éthiopie. Oui. Vous saviez qu'il y avait ce mouvement-là en Éthiopie, qu'on voyait des usines chinoises venir se délocaliser en Éthiopie pour faire encore moins cher? Oui, alors c'est vrai que c'est un phénomène qu'on suit, qui est assez récent, parce que ça a commencé en 2012. Et vous avez des très gros investissements chinois, turcs et également pakistanais et indiens. Vraiment, l'Afrique va devenir, on va dire, le terrain de jeu de l'Asie. Le nouveau magasin du monde, la nouvelle usine du monde, comme on dit. Oui, parce qu'il y a tout là-bas. On a surtout une main-d'œuvre docile et pas chère. Ça vous ennuie pas d'être toujours à la recherche du salarié le plus docile et le moins cher du marché? Alors, effectivement, c'est un des objectifs, avoir un coût de main-d'œuvre qui est contenu, parce qu'aujourd'hui, par exemple, la Chine, c'est 15% de croissance par an au niveau des salaires. Mais ce que cherchent avant tout les industriels, c'est des zones où il y a une vraie expertise textile sur un produit, des matières premières sur place, donc des tisseurs, des tricoteurs, des filateurs, et aussi effectivement une certaine sécurité au niveau du sourcing. Ouais, sécurité, mais on a vu, sans mauvais jeu de mots, ce qui s'est passé à Dhaka, au Bangladesh, où il y a eu l'effondrement de Rana Plaza, un immeuble dans lequel il y avait des milliers d'ouvriers qui produisaient du textile. Il y a eu plus de 1100 morts. Quand vous voyez ça, vous dites quand même, on a une responsabilité dans ces morts-là, quand on envoie nos produire dans ces coins-là? Alors, l'Asie, effectivement, et notamment le Bangladesh, a pratiquement multiplié par 2 ou par 3 ses exportations vers l'Europe. Donc, elle a couru pour essayer de fournir, effectivement, toute cette demande. Et ce qui s'est passé, c'est que, certes, vous avez des belles usines totalement verticalisées, voilà. Tout à fait aux normes à vos yeux, vous les sourceurs. Exactement. Et le seul problème, c'est que ces fameuses usines ont fait parfois, en tout cas certaines, de la sous-traitance sauvage. Et cette sous-traitance sauvage se trouve dans les petits ateliers du Rana Plaza. Je dis vos clients exigent des prix toujours plus bas, des salaires pour la production. Est-ce que c'est pas un petit peu illusoire d'imaginer que les usines qu'on voit sont capables de le produire? Et est-ce que c'est pas un peu fermer les yeux que de ne pas imaginer qu'effectivement on fait appel à des sous-traitants dans des conditions parfois effroyables? C'est le résultat de cette pression des prix qui aboutit à la catastrophe du Rana Plaza? C'est plutôt le résultat de la très forte demande. Parce que les capacités de production à un prix raisonnable, sont là. Mais le seul problème, c'est qu'il y a 3 fois plus de demandes par rapport au nombre d'usines fiables. Et donc ces usines ont dû effectivement trouver des alternatives. Et c'est ça le problème. Je pense que le Bangladesh restera toujours une grosse source, une grosse zone de sourcing textile-habillement, et qu'aujourd'hui les marques ne souhaitent pas s'enfuir du Bangladesh, c'est pas du tout ça, mais plutôt accompagner dans la durée leurs fournisseurs traditionnels. Produire français, relocaliser en France, produire français, c'est quoi? Ça commence à faire sa route dans la tête de vos clients? Alors oui, mais il ne faut pas oublier non plus le Made in Europe. Aujourd'hui, produire Made in Europe, c'est pas impossible, à des coûts pas extrêmement prohibitifs. Et effectivement, vous produisez européen. Le Portugal, les pays de l'Est, je pense, à la Bulgarie, tous ces pays contribuent au Made in Europe. Bon. La France. Le prix ne sera peut-être plus demain la seule et unique donnée. C'est plus l'unique critère, je vous l'assure. C'est vraiment pas l'unique critère. Merci en tout cas, merci Anne-Laure Linger d'être venue nous expliquer tout ça ici dans ce beau centre de Bourg-Grenelle. C'est incroyable, ça ouvre le 23 octobre et c'est vrai quand on voit tous les gens qui s'agitent dans tous les sens, on dit ça sera jamais prêt. Eh bien si, il paraît que ça sera prêt. Voilà, on arrive au terme de cette émission, de cette promenade dans ce commerce mondial où j'espère que vous aurez compris un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les enjeux et quelles sont parfois les conséquences de nos exigences d'avoir les prix les plus bas possibles. Merci donc à ceux qui nous ont accueillis, le centre Bourg-Grenelle, le Price Minister, l'épicerie Cos. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruyandrière, Jean-Carl Lambert à la rédaction en chef, Lorraine Servant à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle les réseaux sociaux pour nous rejoindre et je vous annonce que la semaine prochaine nous irons à Marseille dans la cité phocéenne pour une émission spéciale sur cette ville qui concentre toutes les attentions. Pourquoi cet enchaînement de violences, de règlements de compte, de meurtres? Quelle est la responsabilité des politiques? Quelle est aussi la part d'exagération de nous, les médias? On parlera de tout cela avec les fauteuils rouges à Marseille directement. Mais la soirée n'est pas finie. Je vous laisse avec la nouvelle émission de France 2. Ça s'appelle Alcaline.
Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.